Massa al-Khir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Digitalk consacrée toujours à ces élections du 14 octobre prochain. Et ce soir, avec nous, encore cette fois-ci, une candidate bourgmestre à Forêt, Madame Evelyne Uyttebroek. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ministre de la région de Bruxelles-Capitale, ministre de l'Environnement, de l'Énergie, des Affaires sociales et des Affaires de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si vous pouvez nous expliquer un peu ces compétences très vastes. Allez, je vais vous dire concrètement. Donc, ministre de l'Environnement, c'est quoi? Ministre de l'Environnement en région bruxelloise, c'est d'abord tous les espaces verts. Il y a énormément d'espaces verts sur Bruxelles parce qu'on est une ville très verte, mais c'est aussi toutes les questions des pollutions. C'est la question de l'eau, c'est la question de la qualité de l'air, c'est la question du bruit. Très importante sur Bruxelles. Puis ministre de l'énergie, vous connaissez sûrement mon programme, toutes les primes énergie qu'on a lancées depuis des années. C'est moi qui ai mis sur pied les primes à l'énergie, les primes pour le lave-linge, les primes pour l'isolation, pour le toit. En gros, c'est la politique de l'énergie. Et puis la politique de la rénovation urbaine, c'est par exemple tous les contrats de quartier sur Bruxelles. Il y en a déjà 4 sur Forêt, donc c'est tout ce qui est la rénovation des quartiers, de quartiers fragilisés. Dans les affaires sociales, c'est la question des personnes âgées, donc toutes les maisons de repos. C'est également la question des personnes handicapées. Donc on a à peu près 120 institutions sur Bruxelles de tous les handicaps. Et puis alors, je suis aussi ministre, comme on appelle, Communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui, c'est Bruxelles-Wallonie. Je suis donc la ministre bruxelloise qui siège au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, j'ai les questions de jeunesse. Les questions de jeunesse, c'est tout ce qui est les organisations de jeunesse, les scouts, le patro, les guides, les info-jeunes, les maisons des jeunes, et puis aide à la jeunesse, matière très importante, puisque c'est la question, par exemple, des jeunes délinquants, donc tout ce qui est les IPPJ, mais aussi toutes les associations de prévention, les associations en milieu ouvert, et puis toute la jeunesse en aide à la jeunesse, c'est la jeunesse en danger, comme on dit. Donc la jeunesse, parfois la jeunesse qui est maltraitée. Et puis enfin, une dernière, et pas des moindres, c'est la politique de l'adoption. Voilà, vous voyez. Alors, que ça fait beaucoup de compétences, des compétences très importantes aussi. Oui. Comment vous faites pour concilier votre engagement au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, en communauté Wallonie-Bruxelles, et votre engagement local à Forêt? Écoutez, je ne sépare pas les uns des autres, parce que finalement, ce que vous devez faire, c'est faire des liens et des passerelles entre toutes vos politiques. Et donc, quand je vous dis que j'ai les contrats de quartier, c'est directement une politique aussi en lien avec la commune. Quand je dis que j'ai les personnes handicapées, c'est la question aussi de l'accessibilité des personnes handicapées dans leur commune. Quand je parle de jeunesse, ce sont les questions aussi de jeunesse qui se posent dans les quartiers. Donc vous voyez, c'est assez facile de faire le lien entre toutes ces politiques, et une erreur serait que je traite toutes ces matières dans des tiroirs. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut donc essayer de considérer globalement les politiques de la ville, les politiques des quartiers. Et dans un quartier, quand on pense par exemple à l'environnement, à rénover un parc, c'est une question qui est aussi une question sociale, pour que les gens aient une qualité de vie, qu'ils puissent aller dans un parc, que ce soit des parents avec des petits-enfants et des personnes âgées. Donc c'est le respect mutuel aussi dans les lieux publics. Pour vous, être ministre, c'est un atout dans cette campagne électorale ou dans cet enjeu local à Forêt? C'est un gros atout. C'est un gros atout parce que d'abord, modestement, je peux dire quand même que je suis connue et reconnue parce que j'ai donc plus de crédibilité. Mais je n'aurais pas cette crédibilité dans ma commune si les gens ne savaient pas que depuis 20 ans, j'habite Forêt et que je suis très impliquée au quotidien dans ma commune. Donc on ne se présente pas comme ça en tête de liste parce qu'on vient d'arriver dans une commune et parce qu'on est connu. En général, ça ne marche pas. Donc moi, si je me présente ici sur Forêt, d'abord c'est parce que j'y habite, que j'ai des enfants qui fréquentent des tas de lieux sur Forêt, qu'on a une équipe écolo ici à Forêt qui est vraiment une équipe très forte et très soudée. Et donc, on va parler du projet écolo pour Forêt, mais pour en finir avec vos matières régionales, mais vous nous expliquez qu'ils ont un impact sur la vie locale, sur Forêt, en ce qui nous concerne ici.
vous êtes en charge aussi, comme vous l'avez expliqué, des affaires qui touchent aux personnes handicapées. Oui. Alors, moi, j'ai eu vent, j'étais mise au courant, comme quoi vous avez reçu aussi, dernièrement encore, ces derniers jours, des associations qui s'occupent, des associations marocaines qui s'occupent de personnes handicapées. Alors, si vous pouvez peut-être nous expliquer un peu de quoi s'agit-il? Oui, tout à fait. Je les ai reçus la semaine passée, mais ce n'est pas nouveau. Donc, il y a plusieurs années, il y a 4 ans, j'avais déjà été dans la région de Rabat-Salé, puisque nous avons un accord entre région bruxelloise et la région de Rabat sur mes compétences pour rencontrer donc là-bas des associations. Et donc, j'y avais été sur la question des personnes handicapées, parce que c'est une question ici qu'on traite très fort en matière de, je vais vous dire, inclusion. Je ne dis pas intégration, je dis inclusion. C'est important de se dire que c'est-à-dire inclure la personne handicapée, quelle qu'elle soit, dans tous les actes au quotidien. C'est à l'école, c'est l'emploi, c'est la formation, c'est la culture, c'est les loisirs. Et donc ces Marocains qui sont venus, c'est pour connaître l'expérience bruxelloise? C'est pour un échange. Et donc, nous avions été l'année passée au Maroc, eux sont venus cette fois-ci. Ils ont fait tout un tour de toutes nos associations, de plusieurs institutions ici sur Bruxelles, voir comment on travaille justement, et ça c'était vraiment, on a fait, je dirais, un focus sur la question de l'intégration scolaire des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Donc nous avons des expériences maintenant sur Bruxelles où on essaye que les enfants handicapés qui le peuvent, ou les parents le souhaitent, puissent aller dans une école, comme on appelle une école ordinaire. Ce sont des enfants autistes, ce sont des enfants trisomiques, ce sont des enfants qui ont des retards mentaux, et on voit que quand on travaille avec les écoles, avec la classe, avec les enseignants, avec les parents des autres élèves, ils arrivent à dépasser la crainte, parce que souvent les gens ont une méconnaissance ou une crainte par rapport à la personne handicapée. Maintenant que vous connaissez un petit peu peut-être l'expérience marocaine, comment la jugez-vous? Mais ce que je me rends compte, et je n'étais pas consciente de ça du tout, c'est qu'il y a déjà une expérience dans pas mal d'associations au Maroc sur cette intégration. Donc on a fait des échanges d'expériences. Et c'est toujours très très intéressant, étant donné que nous avons aussi une population maghrébine importante, d'avoir des relations avec le pays d'origine et de voir comment ça se passe dans ce pays d'origine. Je vais vous dire une chose, du côté des populations maghrébines, puisque je suis quand même sur TV Maghreb, ce qu'on a remarqué ces 10 dernières années, c'est que, comme tout citoyen, quand on a une personne âgée ou quand on a un enfant handicapé, très souvent, on se tourne aussi maintenant vers des institutions. Ce qui est logique, parce que les institutions sont là aussi pour recevoir soit des personnes âgées, soit des personnes handicapées. Donc, ils ont quelque part franchi le pas. L'important, c'est vraiment de bien accompagner toutes ces personnes. Et donc, tout le lien qu'on peut avoir entre nos travailleurs dans les institutions personnes handicapées ici et des liens qu'on peut avoir avec des pays d'origine, c'est toujours très, très, très enrichissant. Alors, Madame Evelyne Uyttebroek, vous êtes tête de liste de la liste écolo, liste numéro 4 à Forêt. Oui. Mais vous êtes dans la majorité, ou ce qu'on appelle la majorité sortante, vous êtes en coalition avec le PS notamment. Alors, peut-être un petit mot sur votre bilan. Alors, sur notre bilan, il faut savoir que c'était la première fois qu'Écolo était dans la majorité. C'est jamais très facile, parce que souvent aussi, vous avez l'administration qui vous voit arriver, surtout que c'était une autre majorité avant, avec un peu de crainte. Ils ne nous connaissent pas, donc il faut d'abord établir une relation de confiance. Et ça, ça prend parfois du temps. Et puis, vous savez aussi que vous rentrez dans une coalition, vous ne réalisez jamais tout 100% de votre programme. Alors, il faut faire certaines priorités. On a fait certaines priorités. Alors, quelles étaient vos priorités? Il y a des choses, je vais vous les citer, il y a des choses qu'on a réussies, il y a des choses, je ne vais pas dire qu'on a raté, mais qu'on peut faire mieux. Et qu'on veut faire mieux dans les années qui viennent, si on a la chance dimanche d'être dans cette majorité. Alors, des priorités, vu nos compétences, on avait une compétence importante qui est tout ce qui est prévention, cohésion sociale.
Et donc, c'est toute la cellule, par exemple, de prévention du côté des quartiers, d'un quartier Saint-Antoine, quartier Saint-Denis aussi. Et puis là, on a mis sur pied une cellule qui s'appelle une cellule de lutte contre le décrochage scolaire. Vous savez, moi, je crois très très fort dans les matières de prévention, et on peut parler de sécurité. C'est sûr qu'il faut du contrôle des sanctions, mais il faut attaquer le mal par la racine, et je pense qu'il faut des politiques de prévention. Politique de prévention, c'est pas uniquement dire aux jeunes tu feras plus ça, tu seras gentil demain, c'est pas ça. C'est essayer de voir quels sont les véritables problèmes des jeunes. Attention, c'est pas toujours les jeunes qui sont délinquants, hein. C'est parfois les plus âgés. Et donc on a mis sur pied donc une cellule pour lutter contre le décrochage scolaire. Ça c'était très important. C'est travailler aussi en matière de prévention pour que le rôle de la police soit vu plus uniquement comme étant un rôle hyper sécuritaire ou de sanction, mais aussi comme un rôle de médiation. Aujourd'hui, les gens de leur quartier, souvent, ne connaissent plus leur agent de quartier. Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait de nouveau confiance. Je parle beaucoup de confiance, mais de nouveau une confiance entre la population et le policier de quartier. Donc c'est comme ça que vous voyez peut-être la police de proximité ? Totalement. Totalement. C'était quelque chose qu'on vivait beaucoup plus il y a, je dirais, 30-40 ans et qu'on vit beaucoup moins maintenant. Alors moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut plus de policiers en gros. Je crois qu'il faut peut-être moins de tâches administratives pour les policiers dans les bureaux et plus de policiers qui se trouvent sur le terrain. Dans d'autres communes, on parle beaucoup du problème d'insécurité. Est-ce le cas à Forêt ? Alors, Forêt. Est-ce que vous connaissez une insécurité ici ? Bon, moi j'habite depuis 20 ans, pas très loin d'ici, dans un quartier où certains disent que c'est une forte insécurité. Bon, sur 20 ans, oui, j'ai eu 2-3 délits, mais je crois que je n'en aurais pas eu moins si j'avais habité Uccle ou dans le Brabant wallon, soyons clairs. Donc, qu'il y ait des actes d'incivilité, oui, il y en a. Mais c'est aussi des actes, par exemple, de malpropreté, par exemple. C'est parfois de l'insécurité routière, des gens qui roulent très très vite. Ça fait partie de l'insécurité globale. Aujourd'hui, on parle plus de sanctions pour lutter contre les incivilités. Oui. Quelle est la position d'écolo ? Alors, la position d'écolo, moi, j'ai rien contre le fait qu'on sanctionne les gens. Mais ce qu'il faut faire, c'est le coup par coup. Et les politiques à courte vue, ça, c'est pas notre politique. Et donc, avant de punir, il est très important que les gens soient bien informés, qu'on ait mis toutes les conditions pour qu'ils puissent aussi respecter les lois, qu'on accompagne bien les gens et qu'on mette sur pied aussi tout ce qu'on appelle des peines alternatives. Là, on va plus loin que la sanction administrative. Je pense qu'avant de mettre certains, soit chez les jeunes en IPPJ ou en prison, il serait bien qu'on développe tout ce qui est peines alternatives. En amont, les peines alternatives. Les peines alternatives, c'est par exemple dire à un jeune qui a fait une connerie, qui a fait un acte de délinquance, et bien maintenant, de réparer. D'avoir un contact avec la victime. C'est très important, le contact du délinquant avec la victime, pour qu'ils comprennent. Souvent, des jeunes ne comprennent pas qu'ils ont fait un délit et qu'ils ont autant marqué. Donc, la confrontation avec la victime est importante. Alors, dans cette majorité sortante, vous aviez aussi le poste des logements sociaux. Oui. Donc, vous aviez la présidence des logements sociaux. Ouais. Quel bilan portez-vous sur cette matière ? En logement, le boulot est gigantesque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de logements qui doivent être rénovés, ils sont fermés pour l'instant. Ils ont raison. Une centaine de logements, ça fait quand même beaucoup. Alors, on a créé 400 logements sur Forêt. Pas uniquement des logements sociaux, je le dis directement. Il y a eu des nouveaux logements, il y a eu les logements du quartier Berwood, il y a eu des rénovations de logements qui ont été faits dans la rue Marconi, les anciens logements, les logements sociaux. Mais il reste quand même 100 logements à rénover, c'est quand même beaucoup. Ah, absolument. Mais donc là, il y a deux choses. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a eu toute une série de logements qui ont été rénovés. C'est du côté de l'avenue de Kersbeek, qui seront construits aussi, qui sont également rénovés. Tout ça prend aussi un peu de temps parce qu'on est arrivé dans une situation qui était catastrophique. Et donc, ce n'est pas uniquement des petites rénovations, c'est des rénovations très très lourdes. Et qui paye, c'est la région, c'est la commune ? Il y a les deux. Il y a certains logements où c'est la commune, et puis il y a le fonds du logement, et puis il y a le logement social. Donc il y a différents budgets. Et il ne faut pas oublier aussi que nous demandons, comme écologistes aussi, que ce soit des logements qui soient des logements où vous avez une haute performance énergétique. Ça veut dire aussi pour les habitants qu'ils ne payent plus
plus pour leur charge et pour leur chauffage que le loyer qu'ils payent. C'est pas, je veux dire, c'est pas uniquement placer quelques panneaux solaires ou faire de l'isolation pour me faire plaisir, c'est pas ça. C'est vraiment pour que, d'abord, ils habitent de manière confortable et aussi qu'ils payent moins leur facture d'énergie. Alors, on a commencé tout un programme de rénovation. Il y a encore, donc, comme vous le dites, toute une série de logements qui doivent être rénovés. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, soyons clairs. Il faut avoir aussi les entreprises qui peuvent venir faire ces rénovations. Mais donc, il y a une planification qui est faite pour la rénovation. Mais il faudra aussi en construire de nouveaux. Quels sont vos projets pour les 6 années à venir pour Forêt? Si davantage vous êtes reconduit dans la majorité prochaine. C'est ce qu'on espère. Une première chose à faire, vous venez de parler du logement. On le sait maintenant, il va y avoir beaucoup plus d'habitants dans la région bruxelloise et sur Forêt, on attend 1000 habitants en plus dans les années qui viennent. C'est très bien que les habitants viennent habiter notre commune, on en est très fiers, mais il faut aussi pour eux des écoles, il faut des crèches, il faut des maisons des jeunes, il faut des espaces sportifs, il faut des espaces récréatifs. Et donc tout logement qui est construit doit comprendre une crèche. Donc on a 4 crèches qui sont pour l'instant, qui vont être ouvertes là dans les 2 ans. Il faudra ouvrir une nouvelle école secondaire sur Forêt, absolument. Il faudra des nouvelles crèches, comme il faudra certaines infrastructures également pour les jeunes. Une nouvelle école de quel côté à Forêt? Eh bien là, c'est pas encore déterminé, mais donc il y a, je crois, plusieurs possibilités. Vous savez, on avait beaucoup parlé d'une école, la pédagogie active, rue de Bourgogne, dans des anciens établissements de la communauté française qui sont à moitié vides. Vous avez, et ça c'est pour dans les 2-3 ans, tout le site des prisons de Forêt-Saint-Gilles. Les prisons vont partir vers Arles. Il faudra totalement rénover tout cet îlot. On peut le rénover pour du logement, pour des écoles et pour des crèches. Donc il y a des possibilités, mais c'est lundi qu'il faut commencer à travailler là-dessus. Alors la majorité prochaine, vous la voyez, vous voyez écolo revenir au pouvoir avec qui? Avec toujours le partenaire socialiste ou vous restez peut-être ouvert à d'autres majorités alternatives? Alors, bon, moi, je ne suis jamais là pour fermer des portes parce qu'il y a d'abord des gens... Pas d'exclusif. Contrairement à ce qui se passe à Scarbeck? Je ne ferai pas de commentaires sur les autres communes. Il y a des spécificités suivant les communes. Mais donc, il ne faut pas oublier quand même que les gens vont voter dimanche et qu'on va avoir des résultats à 18h. Et je ne dis pas ça pour rire. Je pense que c'est important de voir quand même les rapports de force des uns et des autres et quels chiffres on va avoir. Notre préférence est effectivement de poursuivre avec le Parti socialiste. On se connaît, on a travaillé ensemble, on a fait de bonnes choses ensemble, on a appris à se connaître, on se respecte. Si c'est trop court, parce que cette fois-ci la majorité était trop courte, il faut qu'on ouvre un 3e partenaire. Et là, on va se tourner vers le partenaire qui a le programme et l'équipe qui nous semble être le plus forte, mais aussi qui rejoint nos préoccupations. Ben vous avez un favori. Je n'ai pas un favori. Je n'ai pas de scoop à donner. J'ai dit que tant le FDF que le CDH ont effectivement des programmes qui sont très proches de nous. Moi, je n'ai pas d'exclusif vis-à-vis du MR. Hein. On va bien s'entendre. Voilà. Mais donc, il faudra véritablement voir les chiffres Très brièvement, je vais revenir à vos compétences de ministre régional. Vous avez parlé tout à l'heure de primes d'énergie. Oui. Il y a d'autres primes, j'imagine. Il y a beaucoup d'initiatives que vous prenez. Oui. Beaucoup de personnes d'origine étrangère qui ne connaissent pas les mécanismes institutionnels de notre région et ils ne connaissent pas forcément que des primes existent. Est-ce que vous initiez des mesures pour peut-être leur apprendre que ça existe ou tout un arsenal Vous me tendez la perche là, parce que bon, on a fait beaucoup de campagnes de communication, mais moi je me rends compte que ça ne suffit pas. De mettre un papier chez les gens, de leur dire voilà, lisez ça, ça ne suffit pas. Maintenant, en énergie, ce qu'il faut faire, c'est être à côté des gens, les accompagner. Parce qu'en plus, ils ne savent pas, tiens, est-ce que je dois mettre telle chaudière, telle autre chaudière, est-ce que c'est bien si je mets un panneau solaire ou pas, voilà. Donc, va s'ouvrir maintenant sur Forêt, comme vont s'ouvrir dans 5 autres endroits du Bruxelles, ce qu'on va appeler une maison de l'énergie. Elle va d'ailleurs normalement se retrouver ici, rue Berthelot, à Forêt. Et donc ça permettra aux gens d'aller dans cette maison. Les gens vont, et là ils vont expliquer leur situation. J'ai une maison, je suis locataire, je suis propriétaire, j'ai un toit plat, qu'est-ce que je peux mettre ? Combien ça peut me coûter ? Est-ce qu'on peut venir faire un audit ? Est-ce que je vais recevoir une prime ? Parfois vous faites des initiatives dans des langues
autre que le français et le néerlandais? Pour l'instant, on ne le fait que dans le français et dans le néerlandais. S'il y a d'autres besoins, je sais qu'il y a certaines souplesses pour essayer alors de trouver peut-être, pas en engageant, mais souvent dans les travailleurs. Soyons clairs, nous avons des travailleurs de toutes origines. Et souvent, je me rends compte que dans ceux qui travaillent dans ces secteurs-là, vous avez souvent quelqu'un qui parle espagnol, quelqu'un qui parle marocain ou même polonais. Et donc, je pense que ça se fait assez... C'est aucun problème. Ça, c'est pas un frein. Je vous remercie, Madame Evelyne Uytebroek. Vous êtes ministre de la région de Bruxelles-Capitale, ministre de l'Environnement, de l'Énergie, des Affaires sociales et des Affaires de la Jeunesse. Vous êtes tête de liste, la liste écolo, liste numéro 4 sur Forêt. Je vous remercie d'être venu. Quant à moi, je vous donne un autre rendez-vous avec d'autres candidats bourgmestres ici pour les élections du 14 octobre prochain. D'ici là, à bientôt.